Voilà, je me présente, je m'appelle Joël Claes et je vis en Belgique. Alors, je suis membre du CAF depuis quelques années, mais je suis aussi membre des deux associations aérophilatéliques belges, Aérophile du côté néerlandophone et la SAB, la Société aérophilatélique belge, du côté francophone, dont je suis aussi le secrétaire. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas par la suite à me demander des informations, je vous les donnerai bien volontiers. My Euh, earphones. I got it. Come on. Well, I've got mine too. je m'intéresse plus particulièrement à la Sabena, la compagnie aérienne belge dans laquelle j'ai travaillé pendant 21 ans, jusqu'à la faillite en 2001. J'ai continué le même boulot à Brussels Airlines pendant encore 21 ans. Et puis voilà, je suis parti à la pension et le Covid me l'a obligé. Je me suis toujours occupé dans mon boulot du réseau. Dans une compagnie aérienne, il y a le réseau, c'est le contrôle des vols, ce qu'on appelle souvent le yield management ou le revenue management, la performance, le reporting commercial, la profitabilité financière des vols et des escales. Ce qui explique en fait que, vous m'entendez bien, hein? Très bien. Est-ce que tu peux mettre en grand écran? Ok, je mets en grand écran. Voilà, c'est bon? Perfect. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'aviation, ce qui m'intéresse spécialement, c'est de comprendre les pourquoi et les comment. Pourquoi on ouvre une ligne? Quelles sont les raisons qui impliquent l'ouverture de la ligne? Et surtout, pourquoi on ferme une ligne? Parce que c'est facile d'ouvrir, mais des fois, on ne comprend pas pourquoi on a fermé la ligne. Donc, c'est ainsi que j'ai combiné finalement la collecte de ces enveloppes, l'histoire des routes aériennes avec ma passion pour l'aviation. Et au-delà de ça, en plus, je me suis marié il y a 30 ans à Madagascar. Et donc, j'ai nourri une passion absolument profonde pour l'aérophilatélie et l'aviation de Madagascar en plus. Voilà. Je ne suis pas du tout philatéliste. Vraiment, j'ai peu de connaissances ni en timbre ni en tarif. Mais bon, je vous demande hein, votre indulgence à ce sujet. Et voilà. Et pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ben, je vous propose de parler assez longuement, avec beaucoup de détails, du raid aérien d'Edmond-Thieffry, de Léopold Roger et de Joseph de Breukers, de Bruxelles à Léopoldville, du 12 février 25 au 3 avril 1925. Edmond Thieffry, militaire, Léopold Roger, le pilote, et Joseph de Breukers, le mécanicien. Tous les trois vont partir du 12 février on va bien avoir l'occasion de voir l'avion, mais ici, c'est le Marie-Josée, c'est un HP Handley Page 26. Ils vont arriver 51 jours plus tard à Kinshasa, à Léopoldville. La genèse du projet. En fait, si vous connaissez pas trop l'histoire de l'aviation belge, entre 1919 et 1922, les Belges ont construit au Congo belge la première compagnie aérienne d'Afrique, compagnie intérieure, qu'on a appelée la LARA, la ligne aérienne du roi Albert. Elle a démontré toutes les potentialités de l'aviation au Congo belge, mais les appareils utilisés, qui étaient des hydravions, n'étaient pas adaptés aux conditions locales. Ces hydravions avaient été rachetés en surplus des stocks militaires après la fin de la Première Guerre mondiale. En 1925, la Belgique, via la Sabena, qui a été créée le 23 mai 1923, donc exactement 102 ans hier, souhaitait doter sa si vaste compagnie d'une flotte d'avions qui permettrait de relier les centres miniers, les ports, les grandes villes du pays afin de réduire l'acheminement du courrier et surtout de transporter passagers, marchandises venant par bateau de Belgique à travers cet énorme pays de 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est presque 5 fois la taille de la France. Donc voilà l'image du Congo et voilà l'image de la France en comparaison. C'est un territoire énorme. Ce territoire est formé d'un très très grand fleuve qui s'appelle le Congo
Et il n'y a quasiment pas, à cette époque-là, en 1925, d'ailleurs pas encore aujourd'hui, de véritables grandes radiales de pénétration dans le pays. C'est très, très compliqué. On compare souvent le Congo aujourd'hui à un océan et les villes seraient des îles. C'est bien pour vous dire que c'est très compliqué. À cette époque-là, la Sabena prévoit d'envoyer des avions par bateau, donc des Handley Page HP-26 par bateau, puis de les remonter sur place. En attendant, elle va en envoyer 5 pour relancer la deuxième Lara. La première Lara a fini en 22. Elle va relancer la deuxième Lara à partir de 1925. Et pour ce faire, elle va faire d'énormes travaux d'infrastructure pour doter le pays, le Congo belge, d'aérodromes, de hangars, d'ateliers de maintenance, de bureaux de vente, etc. Donc c'est vraiment un travail titanesque qui va être accompli là-bas. Thieffry, et je vais vous expliquer qui est Thieffry. Il va demander un avion. Il va dire au fond, pourquoi démonter des avions, les envoyer par bateau, alors qu'en fait les avions, ils sont faits pour voler. Ben, il va demander de pouvoir utiliser un avion pour faire la première liaison entre la Belgique et le Congo belge. Ben, la Sabena trouve que le risque est un peu grand. Et le roi Albert, Albert Ier, qui soutient l'ex-as de la Première Guerre mondiale, va forcer le gouvernement à se porter garant et donc en se substituant aux assurances, aux compagnies d'assurance. L'avion sera dès lors baptisé, pour faire plaisir au roi, de la fille du roi Albert, la princesse Marie-Josée. Il ne s'agit donc pas du tout d'un raid de vitesse, ce n'est pas un raid aéropostal, ce n'est pas un raid vraiment pour le fun, mais c'est surtout un voyage de reconnaissance et de convoyage d'un avion en direction du Congo belge. La prudence prime donc sur la rapidité et l'avion doit impérativement arriver en bon état, ce que ne manque pas de rappeler le ministre des colonies. Alors j'ai retrouvé dans les instructions données à Thieffry, ici, une lettre. J'espère que ça peut s'ouvrir. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir, la lettre. Voilà. En fait, dans cette lettre-ci, je ne sais pas si vous le voyez, voyez, c'est le ministre qui parle donc à Thieffry et qui lui dit que ce voyage doit être considéré comme un voyage pour établir les points de repère, les difficultés terrestres et climatériques. Elle fera entrevoir la possibilité de réaliser dans un avenir peut-être prochain une liaison plus facile et plus rapide. Mais il tient à dire que ce n'est pas un voyage ce n'est pas un voyage ni de tourisme, ni un raid aérien pour je dirais, pour faire comment dirais-je, un nouveau record du monde. Je reviens à ma présentation. J'ai un petit peu, voilà. Alors, l'équipage est composé de 3 personnes. Le premier, Edmond Thieffry, qui est le chef de mission et navigateur, c'est donc pas le pilote. De Léopold Roger, qui est le pilote, et de Joseph de Breucker, qui est le mécanicien. Alors, éléments biographiques sur Edmond Thieffry, savoir qui il est. Il est né le 28 septembre 1892 à Bruxelles, à Etterbeek. Il a terminé ses études secondaires qu'il a fait en néerlandais à Turnhout, en Belgique. Il commence ses études de droit, il est reçu docteur en droit, il effectue son service militaire au 10e de ligne et il le termine en 1913. Le 22 juillet 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Il reçoit l'ordre de rejoindre le fort de Lonsin près de Liège, où il est attaché à l'état-major du général Lehmann. C'est ce monsieur qui est là, c'est lui, ici, là. Il est capturé à Herstal, c'est-à-dire près de Liège, par les Allemands. Il s'évade, il gagne Maastricht. N'oubliez pas que les Pays-Bas étaient neutres pendant la Première Guerre mondiale. Il est arrêté par les gendarmes hollandais, mais grâce à sa connaissance du néerlandais et à sa formation juridique, il parvient à éviter l'internement en Hollande. Il peut ainsi gagner Anvers, rejoindre l'armée belge et participer aux opérations de la 3e division comme officier d'infanterie. En 1915, il obtient de passer le brevet de pilote. Il est pilote à Étampes, où il obtient son brevet. Il se livre à de multiples exploits qui deviendront bientôt légendaires. Il accumulera une dizaine de victoires, donc il a 10 victoires.
Son avion sera abattu le 25 février 1918 dans les lignes allemandes. Il est fait prisonnier. Il tente par 5 fois de s'évader. Parviendra pas. Il sera chaque fois repris. Et après l'armistice, il rentre en Belgique et le 16 décembre 1918, il prête serment d'avocat. Donc c'est quelqu'un d'important. On peut comparer ce pilote belge à un Guilmer, par exemple, pour les Belges. C'est un as de la Première Guerre mondiale. Il entretient des liens d'amitié avec les compagnons d'armes français. Ça, ce sera très important pour lui. Il est le secrétaire du comité pour l'érection du monument Guilmer à Poelcapelle, près de Ypres. En 1925, il conçoit le projet d'établir une liaison aérienne entre la Belgique et le Congo. Il obtient l'appui du roi Albert. On voit ici une image avec son portrait, l'avion et le timbre qui avait été édité à l'époque, en 1975. Il rentre en Belgique. Après son voyage, je continue sa vie. Après son voyage, il va rêver d'autres voyages aériens. Il décide de retourner en Afrique, d'explorer une voie de communication interne. Et c'est au cours de ce deuxième voyage qu'il va trouver la mort dans la brousse africaine le 11 avril 1929. Il était âgé de 37 ans et il est enterré à Kibanga, au Congo belge. Voici sa tombe. Une bonne partie des anecdotes que je vais vous raconter dans cette présentation sont tirées de son livre lui-même. Je tiens à dire que j'ai été fort étonné quand j'ai lu son livre, parce que c'est un livre truffé de réflexions racistes, de réflexions qui n'ont plus aujourd'hui le lieu d'être, mais c'est le reflet de son époque. Thieffry était un bourgeois, sûr de lui, un bourgeois de la Belgique triomphante de l'époque, et donc il a écrit des choses qui aujourd'hui ne seraient plus autorisées. Léopold Roger, lui, c'est le pilote. Il est né en 1902 à Makenoise, près de Momigny dans le Hainaut, donc c'est aussi en Belgique. À 16 ans, après l'armistice, il s'engage à l'armée, il choisit l'artillerie, il est promu maréchal des logis, il abandonne ses galons pour redevenir simple élève à la première promotion militaire de l'école de pilotage de Gosselies le 1er juillet 1921. Gosselies, c'est près de Charleroi. Il reçoit son brevet militaire de pilote en 22. Il entre le 1er juillet 22 à la 3e escadrille de reconnaissance de Gossoncourt, puis à la 5e escadrille, et il est désigné avec d'autres pilotes, Anson et Roms, pour faire partie de l'escadrille d'occupation de la Roure. Anson et Roms, ils sont célèbres parce que ce sont de grands pilotes de la Sabena, des premiers vols de la Sabena en 1924, 25, 26. Il quitte l'armée et s'engage à la Sabena le 16 juillet 1923. La Sabena a été fondée le 23 mai. Donc, c'est vraiment un des tout premiers employés, on peut dire, de la compagnie. C'est un des tout premiers pilotes. Et pendant 2 ans, il va faire équipe avec un mécanicien, Jeff de Brugger, sur les premiers vols de la Sabena, les Bruxelles-Paris, les Bruxelles-Londres. Le 14 juillet 1924, il va inaugurer le Bruxelles-Bâle en emportant 7 passagers, dont 4 journalistes. J'ai ici un extrait d'un journal. J'ai la chance de pouvoir consulter la Bibliothèque royale, et donc ce sont des extraits de journaux de l'époque qui confirment tout cela. En 1925, il est donc entré à la Sabena en 23. En 25, il signe un engagement de 3 ans au Congo belge, ce qui va inciter Edmond Thieffry à le choisir, puisqu'il doit de toute façon partir pour le Congo belge, à le choisir pour piloter l'avion. Il a l'expérience sur l'avion, et à lui proposer de piloter le OBAHO, le OBAO, jusqu'à Kinshasa. Roger accepte et suggère que son mécanicien soit Jeff de Brugger. Pourquoi? Parce qu'ils volent en équipe avec lui depuis des mois. Ils sont parfaitement familiarisés avec le OBHG, qui est entré dans la flotte le 23 mai 1924. C'est le premier HP-26 qui a été acheté directement chez Handley Page, qui était muni à l'origine de 2 moteurs, et on va ajouter un 3e moteur de nez qui sera modifié. Donc l'avion sera modifié par la SAPCA. La SAPCA, c'est la Société aérienne belge de construction aérienne, Société anonyme belge de construction aérienne. La SAPCA a été fondée en même temps que la Sabena. La SAPCA avait pour but de fournir les avions à la Sabena. Et Léopold et Jeff s'entendent si bien qu'ils se communiquent par gestes.
lors des vols parce que c'est évidemment extrêmement bruyant. Ils vont rejoindre Kinshasa, ils arrivent le 3 avril, je vais vous expliquer comment ils ont voyagé. Mais dès le 25 avril, donc plus ou moins 3 semaines plus tard, il ouvre la ligne Léopoldville-Louébo via Bandundu et Ilebo, Port-Franqui à l'époque, soit 850 km parcourus. Donc, en fait, c'est extraordinaire parce que l'avion qui va arriver à Kinshasa, il sera en bon état et va permettre directement d'être opérationnel et de voler sur les premières lignes aériennes intérieures du Congo. Il réalisera au Congo plus que 24 liaisons aériennes, représentant 500 heures de vol, et son dernier vol au Congo fut le 25 juin 1927, une liaison Léopoldville-Louébo, un mois environ après l'ouverture de la liaison postale régulière Boma-Léopoldville-Louébo, Élisabethville, qui a lieu le 20 mai 1927 par justement ce Obao, le princesse Marie-Joseph. Il va rentrer en automobile. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est tout à fait une autre histoire. Il va rentrer en automobile en Europe 2 ans plus tard, à la fin de son engagement, en 1928. Il va mettre presque un an pour rentrer en voiture. Il va traverser le désert. C'est absolument incroyable. Il va rentrer par le Nil. Et en 1930, la Belgique a 100 ans. Il va participer à l'exposition internationale de Liège. Il va, comment dirais-je, passer son brevet pour piloter des hydravions. Et il va effectuer sur la Meuse, à Liège, plus de 3000 baptêmes de l'air, représentant 750 vols. Donc c'est vraiment un personnage incroyable. Et malheureusement, il va mourir en 1930 d'une maladie bénigne. Donc il était né en 1902, il meurt à 28 ans. La troisième personne, c'est Joseph de Brucker, c'est un mécanicien de formation. Il est déporté en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Il travaille au département moteur d'avion de chez Mercedes. Il parvient à s'en évader. Il prend avec lui les plans de l'usine et ceux du moteur sur lequel il travaille. Il s'appelle Jefke. C'est un diminutif pour dire qu'il est petit. Il atteint la Hollande, il rejoint Calais où il est engagé par l'aviation militaire jusqu'en 1920. Il entre à la Sabena en 1923 comme mécanicien. Et après son raid, en 1925, il va continuer sa carrière. Il va devenir maître mécanicien, chef mécanicien, totalisera 1500 heures de vol. Et j'ai une photo ici qui est intéressante parce qu'on le voit, lui, donc le mécanicien en salopette. On voit sur les côtés l'équipage du premier vol de la Sabena, le premier vol régulier de 1935, qui va piloter le premier avion qui va partir sur la ligne régulière Bruxelles-Léopoldville. D'ailleurs, le nom de Edmond Thieffry a été donné, il a été baptisé Edmond Thieffry, cet avion, c'est un Fokker 7. Et les pilotes, donc le fameux Prosper Coqueut, Fernand Maupertuis et Jean Schoenbrod, qui est là, encadrent une dame avec ses 5 enfants, c'est la veuve d'Edmond Thieffry, avec les 5 enfants d'Edmond Thieffry. Donc c'est assez intéressant de voir que Jeff de Brucker fait partie je dirais, de ce premier vol régulier. Il finira sa carrière comme chef mécanicien à la Sobellaire, qui était la filiale charter de la Sabena. Alors, quelques données sur l'avion. On parle d'un HP W8E, un HP 26. C'est un avion qui, à l'origine, a 2 moteurs, mais le cahier des charges de la Sabena implique qu'on mette un 3e moteur par sécurité. Cet avion est immatriculé au BAO. Il arrive en flotte le 9 février 1925. Il sera rématriculé au AHO le 1er mars 1929. Il sortira de flotte le 26 janvier 1933. L'avion part le 12 février et il entre dans la flotte le 9 février. Vous vous rendez compte? Alors, l'aménagement de l'appareil est un travail d'équilibriste parce que c'est un avion qui est prévu pour opérer sur des lignes intérieures, des lignes européennes. Donc, ici, il va falloir ajouter des réservoirs supplémentaires qui vont être placés en dessous des ailes, en haut. Il va falloir ajouter des pièces de rechange. Il va falloir ajouter du carburant, du matériel, de l'huile. Et il n'y aura que 3 occupants au lieu des 13 prévus. Donc, 12 passagers, je crois que c'est 12 passagers plus le pilote. Et dans les passagers, le mécanicien était compris. Le tout sans dépasser le poids maximal au décollage, qui est normalement de 5,9
tonnes, 5900 kilos. On va ajouter une marge de tolérance de 10%, donc il sait qu'il ne doit pas dépasser 6,5 tonnes au décollage, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, il a fait ses calculs. J'ai retrouvé ici un petit croquis où il fait ses calculs en termes de nombre, en termes d'huile, en termes d'essence, etc. Le poids à vide de l'avion est de 3,9 tonnes. On ajoute 3 passagers, 3 personnes, ça fait 240 kilos. Ce sont les chiffres officiels de l'époque. On ajoute 250 kilos de matériel, un fusil, des munitions, la nourriture, etc. On ajoute 450 kilos de pièces de rechange, 150 kilos d'huile, c'est-à-dire 180 litres, et 1500 kilos de carburant, c'est-à-dire environ 2000 litres, pour faire un total de 6500 kilos. Question autonomie, cet avion permet de voler en théorie environ 1000 km, soit environ 10 heures. Cet avion consomme quand même relativement beaucoup. Je dirais que c'est un avion, j'ai mis ici quelques caractéristiques techniques de l'avion. Ça, c'est comment dirais-je, l'itinéraire qu'il avait suggéré qui se retrouve ici. Je l'ai reproduit. C'est pas l'itinéraire qui va être choisi par l'avion, mais bon, j'ai gardé les codes IATA. J'espère que Alicante, Casa, Dakar, Conakry, Abidjan, Lagos, Libreville et Kinshasa vous sont familiers. C'est un avion qui consomme beaucoup. Il a une vitesse moyenne de 125 à 150 km à l'heure. Il consomme, je crois qu'il consommait environ 120 litres d'essence aux 100 km. Donc c'est assez impressionnant. Mais bon, vous avez ici des chiffres qui peuvent vous intéresser. Alors les préparatifs du vol, eh bien c'est tout simple. La Sabena et la SAPCA contribuent largement à boucler le budget. Thieffry, par son statut d'as de la Première Guerre mondiale, entretient des contacts amicaux, je dirais même très amicaux, avec les pilotes et les autorités françaises. Il reçoit les conseils du colonel de Goïs, qui organise avec Villemain une mission d'études transafricaine, le fameux Paris-Lac-Tchad, voyage qui va partir le 18 janvier de Paris et qui va s'interrompre brutalement au départ de Niamey, en allant vers Zinder le 10 février. Et on aura l'occasion de voir que les deux vols vont se rencontrer. Thieffry va bénéficier grâce à ça de la logistique française mise en œuvre pour cette dernière mission, moyennant le versement anticipé des sommes nécessaires au Trésor français. Ça veut dire qu'il va en fait payer déjà l'essence et l'huile qui sera mise sur le trajet. Mais il va avoir la chance de suivre le même itinéraire que le raid français. Donc tous les points de ravitaillement de son itinéraire auront déjà été balisés par les autorités françaises. Et Thieffry ne cessera de vanter, comme il l'écrit, l'extraordinaire soutien de la France tout au long de son périple. Il va être aidé en cela par un autre as de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Willy Coppens, un as belge, pardon, qui est un ami de Thieffry et qui est attaché militaire à Paris. Et il va encore le rappeler dans un article que j'ai trouvé dans La Conquête de l'air de juin 1925. Thieffry va aussi prendre contact avec Citroën pour planifier son ravitaillement à Wallen et à Niamey, mais le projet de faire une traversée du Sahara par Citroën sera avorté, en tout cas, ne se passera pas à ce moment-là, et donc voilà, il ne pourra pas en bénéficier. Mais cependant, il va faire un contrat avec la Gaumont pour, d'une certaine façon, subsidier ses frais en promettant qu'il va filmer, et c'est pour ça qu'on a quand même quelques images de son vol qu'il a fait lui-même, qu'il a filmé lui-même. Voilà, et l'avion s'en va. Alors, le baptême de l'avion, pardon, a lieu le 9 février 1925, le jour de l'arrivée de l'avion. On voit ici la princesse Marie-Josée, vue de vue, qui va baptiser l'avion au champagne, et on voit un chromo de l'époque où l'on voit Thieffry ou une autorité qui respectueusement salue la princesse Marie-Josée. Alors, je vous propose de regarder un tout petit film qui raconte l'histoire de la LBC. La LBC, c'est la liaison Belgique-Congo. Je vous propose, ça dure que 2-3 minutes, mais c'est intéressant parce que vous allez voir
la vie en vrai. C'est vraiment un petit film intéressant qui a été fait par la Sabena dans les années 50. Donc je le lance. Voilà. Vous entendez? Edmond Thieffry, lieutenant aviateur aux nombreuses victoires, proposa de relier la Belgique au Congo par la voie des airs. Un appareil fut construit à Bruxelles. À cette époque, la Sabena envoyait par train et bateau les avions qu'elle faisait voler dans la colonie. Pour certains, l'entreprise de Thieffry n'était qu'une chimère. Thieffry et son équipage surveillèrent de très près les travaux. Voilà l'équipage, Quand hein. ils furent achevés, le roi Albert se rendit personnellement aux ateliers pour inspecter le travail. Le roi des Belges. Avec Thieffry, second pilote, l'équipage comprenait Léopold Roger, le pilote, et Jeff de Bruycker, le mécanicien. La fille du souverain, la princesse Marie-Josée, donna son nom à l'avion qui prit son envol le 12 février 1925. Voilà le départ de l'avion. Vous voyez qu'il est soutenu par des gens pour éviter qu'il ne capote. Il part de Bruxelles en février, donc il faisait très froid en fait. L'itinéraire adopté comportait plus de 8000 kilomètres et passait par la France, l'Espagne. Voilà. Euh, je continue. Donc, l'itinéraire suivi, eh bien, en fait, il va partir effectivement de Belgique, il va aller vers le sud, il va passer par la France, il va longer l'Espagne, et puis il va descendre par l'Algérie, et il va descendre par le Sahara avant de rejoindre l'Afrique équatoriale française. Alors, ce qui est très intéressant, c'est il savait qu'un autre raid allait partir aussi. Qui allait partir, c'est le raid Paris-Lac-Tchad, le raid de Dagno et Villemain. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé la carte ici du raid et on voit bien que ce raid suit exactement le même itinéraire. Vous voyez? Ce raid français était en fait le raid des Roland-Garros et du Jean Casal, ce raid qui va être interrompu brutalement suite à un accident. Et bon, il va en profiter d'une certaine façon, mais je vous raconterai qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, je vous le retrace vol par vol, étape par étape, jour par jour. Je vais aller relativement vite parce qu'il y a vraiment des détails, mais je trouve que ça valait la peine d'expliquer vraiment pour une fois le vol en détail. Il décolle à 7h55. Le temps est froid. Il a un sacré problème parce que, attendez, je fais petite marche arrière. Attendez, je vais simplement, voilà, le temps est froid, les conditions se dégradent, et passé la frontière belge, aux environs de Chalon-sur-Marne, il y a de la grêle, un manque de visibilité. Il demande à son pilote, donc Léopold Roger, de se poser le plus vite possible. Il va se poser dans un petit patelin qui s'appelle La Perrière, où il va demander où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont, en fait. On va leur dire qu'ils sont à 45 km de Dijon. Il va colmater une petite fuite, il va repartir, il va arriver à Dijon. Donc, et comme il le dit dans ses mémoires, fin de la première journée, il va loger dans un très bon hôtel. Voilà. C'est extraordinaire parce que c'est un vol qui va durer très longtemps. Et en fait, Léopold, Roger, Edmond Thieffry et Jeff de Bruycker vont faire un petit peu du tourisme. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Les journaux belges vont suivre tout cela et suivre avec beaucoup d'attention. Le lendemain, ils partent de Dijon et ils vont vers Lyon. Ils ont passé une bonne nuit au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon. L'avion repart à 11h40. L'avion repart vers Perpignan.
Normalement, il devrait y arriver, mais il y a des vents qui viennent du sud qui vont contraindre l'avion à atterrir à Lyon, après n'avoir parcouru que 175 km en 2h30. Donc, on estime que sa vitesse par rapport au sol était d'environ 50 km à l'heure. La météo de l'aéroport de Bron à Lyon confirme des pointes de vent à 120 km à l'heure. La distance pour atteindre Perpignan étant trop grande, l'équipage décide de rester à Lyon et séjourne au Royal Hotel Place Bellecour. Donc, quand il est parti de Dijon, il a été escorté à un certain moment par un petit avion de chasse français et Edmond Thieffry avait décidé donc de filmer et il a pris quelques photos de ces petits avions en cours de vol. De la même façon, la presse belge va suivre ça jour par jour. Et on voit ici un article où ils partent de Dijon, etc. Ils racontent. Donc la presse belge va vraiment se passionner pour ce vol parce que, rendez-vous compte, ce sera la première fois qu'un avion belge va aller dans la grande colonie belge au Congo. Le troisième jour, finalement, ils partent de Lyon et ils atteignent Perpignan. Ils atteignent Perpignan après 3h40 et une moyenne de 100 km à l'heure. Le pilote a été ravitaillé en vol de poulet froid et de café bien chaud. Il faut bien se dire que le pilote, il est à l'air libre. Il ne voyage pas dans une cabine. Il est à l'air libre. Et les deux autres sont dans la cabine et lui donnent à manger en passant par la fenêtre. Quelques informations des journaux. Le vent à l'arrivée est tellement fort que l'appareil doit être aidé par le personnel de la TCOR pour se réfugier dans un hangar. Le reste de la journée, le jour suivant, car le vent ne promet pas de faiblir, ils seront consacrés à une révision de l'appareil avant la descente vers l'Espagne, longue de plus de 1000 km. Pour info, il loge au Grand Hôtel de Perpignan et Thieffry en profite pour écrire à la Sabena et décrire les petits problèmes techniques rencontrés depuis 3 jours. Voilà par exemple un fac-similé de la lettre qu'il a écrit à la Sabena, et la Sabena, pardon, il a écrit à la Sabena, et la Sabena a elle-même écrit, comment dirais-je, à l'aviation au Congo pour expliquer les problèmes de Thieffry. Donc il y a vraiment eu, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un vol qui sert à tester la qualité de l'appareil, la qualité technique de l'appareil, mais ce n'est pas du tout un vol ni de tourisme, ni un vol de raid. Ils ne sont pas là pour faire une pointe de vitesse, pour réaliser un exploit. Le dimanche 15 février, ils sont à Perpignan. Ils ne peuvent pas partir parce qu'il y a trop de vent. Et donc, Thieffry, ben voilà, il est tout heureux. Il raconte, c'est la première fois pour lui qu'il arrive dans le sud de la France. Il parle déjà de la lumière du sud de la France. Il parle des mimosas. Et il va en profiter bon, pour faire un peu de bon temps, pour profiter un petit peu. Ici, c'est intéressant, c'est comment dirais-je, c'est un bulletin météorologique qui parle, donc un bulletin météorologique sur le trajet entre Perpignan et Oran, donc c'est sa prochaine étape, et donc via, bien sûr, l'Espagne. Et voilà, on raconte, on dit un petit peu, à Alger, le temps est couvert, à Oran, il fait très nuageux, à Sétif, il fait très nuageux aussi, on parle de pluie, etc. Parallèlement, il reçoit de Belgique des télégrammes qui expliquent, voilà, quel sera le temps. C'est un certain Jomotte de la météorologie belge qui lui explique un petit peu quelles sont les meilleures conditions pour lui pour partir. La 5e étape va le mener de Perpignan à Alicante et puis à Oran. Donc, il part enfin, il décolle en direction des Pyrénées. Il prend des photos et voilà, il prend des photos des Pyrénées à l'époque, donc il respecte bien son cahier des charges avec la Gaumont. Alors, une petite chose, il arrive après 5 heures de vol, il y a une fuite d'huile sur un des moteurs, il doit atterrir à Alicante. Il atterrit à Alicante à 13h50. Il profite du casse-croûte que lui ont donné qui était offert, enfin le vin qui était offert par le personnel français, et il redécolle vers 14h50 en suivant la côte, puis le cap sur l'Afrique, et enfin, comme dit Thieffry, en s'enfonçant vers l'immensité bleue de la mer miroitante. Donc enfin, il part vers le sud. À 17h, il arrive enfin
sur l'Afrique et à 17h15, le Obao se pose à Oran sur l'aéroport de La Sénia. Il est accueilli véritablement comme un héros déjà. On parle du consul de Belgique, l'épouse, un petit banquet, etc. Et il en profite à ce moment-là pour parler avec le commandant Gallet, qui commande donc la place d'Oran, de la suite, en tout cas en termes, je dirais, aériens, de la suite du voyage qui le mènera à Colombéchar et puis à Gao. En attendant, ben, il savoure encore le confort en attendant de manger du sable dans le Sahara. Voilà encore une photo de son arrivée à Oran. L'étape numéro 5, le 6e jour, Oran-Colombéchar. Et finalement, c'est un trajet qui va être repris par toutes les autres expéditions aériennes plus tard, hein. C'est un trajet assez régulier. Il ne va pas passer par le fameux bidon 5, mais bon, il aurait pu. Mais en tout cas, voilà, il va suivre une route assez stratégique. Il doit pouvoir se ravitailler en cours de route. En effet, entre Colombéchar et le Niger, il y a plus de 2000 km, ce qui implique un ravitaillement intermédiaire. Or, le seul point connu jusqu'alors par Thieffry, c'est Adrar, qui est séparé malgré tout de 1250 km de Gao. Donc l'avion, moi j'avais dit qu'il avait plus ou moins 1000 km d'autonomie, on peut faire un petit peu plus. Il a donc juste assez d'autonomie pour relier ces deux points. Mais le moindre vent contraire ou la plus petite dérive mettrait l'avion et l'équipage en péril. À ce sujet, d'ailleurs, il a utilisé un appareil qui s'appelait un navigraphe. Je ne me rappelle pas le nom de l'appareil, mais c'est un appareil pour contrôler si sa direction est correcte. C'est le même appareil qu'utilisaient les Français à l'époque. Donc, on est aussi à une époque d'avancées technologiques. On teste beaucoup d'avancées technologiques. Le commandant Gallet donc lui révèle l'existence d'un important dépôt de combustible à Oualen. Il reçoit l'autorisation écrite de pouvoir s'y servir et ce dépôt d'Oualen sera donc pour lui une vraie bénédiction. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va pouvoir bénéficier grâce à ses amis, à ses connaissances, de toute l'infrastructure et du ravitaillement, de la logistique de l'armée française. L'avion va s'enfoncer donc dans le territoire algérien, va d'abord suivre le chemin de fer qui relie Oran à Colombéchar. Effectivement, le paysage change au fur et à mesure. On rentre de plus en plus dans le désert. Le trimoteur suit toujours à vue. Il vole environ à 2500 mètres d'altitude. Donc, il suit le chemin de fer qui sinue. Et enfin, ils arrivent à Colombéchar. Ils s'y posent à 16h15. Jusque-là, je dirais tout va bien. Ça, c'est l'avion qui est arrivé à Colombéchar. Ils sont accueillis là-bas par le lieutenant Jean et la musique du régiment de Colombéchar. Et Thieffry donc finit la journée en écrivant quelques lettres. Le mercredi 18, jour 7, il est toujours à Colombéchar. Ils vont profiter de cette journée pour faire de la maintenance avant d'affronter le vrai désert. Parce que le vrai désert, ce sera environ 1000 km de ce qu'on appelle le Tal-Esrouf, qui est un désert absolument impitoyable. C'est ce qu'on appelle le désert on appelle ça le pays de la peur et de la soif, hein. Vraiment, il n'y a rien. Ce sera très, très compliqué. Donc, ils ont vraiment intérêt à être très, très bien préparés. Vous allez remarquer que Edmond Thieffry est toujours habillé en militaire. C'est assez étonnant. Il avait demandé l'autorisation d'être habillé en militaire, même sur les territoires français, ce qu'on lui avait accordé. Mais bon, voilà, il espérait que ça lui donne plus d'importance. Il espérait qu'on ait une attitude plus bienveillante. Et en plus, Edmond Thieffry était quelqu'un d'extrêmement fier et il voulait se montrer dans ses meilleurs atouts à Tours. Alors, c'est intéressant parce que quand il va visiter des villes, il va écrire dans son livre tout ce qu'il a vu. Il va par exemple parler de la ville, des gourbilles, il va parler de la population sale, paresseuse et jacassante, suivant ses mots. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet Européen, ce Belge, très fier de lui, va considérer l'Afrique. Il va considérer l'Afrique vraiment comme un colonisateur de l'époque. On peut comprendre aujourd'hui que ce n'était pas bien, mais à l'époque, c'était tout à fait normal que ça se passe comme ça. Une photo ici de Edmond Thieffry, vous voyez, il est habillé en militaire toujours. Jeff de Brucker, le mécanicien occupé sur le moteur,
et Léopold Roger, le pilote, occupé à vérifier l'étendard. Donc, toujours des photos qui sont prises à Colombéchard. Le 8e jour, ils partent, c'est la 6e étape, ils partent de Colombéchard vers Wallen. C'est 880 km, c'est énorme comme distance. Après 7 heures de vol, l'avion fait plus ou moins 100-120 km à l'heure. Mais vous savez, c'est très compliqué à dire, hein. Il suffit qu'il y ait des vents contraires pour que, voilà, il dévie ou il n'y arrive pas. Après environ 7 heures de vol, l'avion survole une zone et essaye de trouver un rond de pierre noire. Parce qu'évidemment, les avions à l'époque n'avaient pas des pistes d'atterrissage. Ils atterrissaient en suivant une espèce de rond ou un rond marqué. Il leur reste à ce moment-là environ 2 heures d'autonomie. Je vous avais dit qu'il avait plus ou moins 10 heures d'autonomie, l'avion. Et donc, voilà, ils commencent à paniquer parce qu'ils ne voient plus grand-chose. Il y a des vents de sable, il y a une visibilité quasi nulle. Il n'y a pas beaucoup d'espoir d'apercevoir Wallen. Et donc, le pilote va demander atterrisser le plus vite possible. Il est 15h15. Il y a des vents de sable. Atterrissez et on verra après. S'ils avaient volé plus longtemps, ils se seraient sans doute perdus. Mais là, ils atterrissent, ils ne savent vraiment pas où ils sont. On va protéger l'avion face au vent, obstruer tous les orifices possibles avec de l'étoupe, donc pour éviter que le sable rentre dans les moteurs. Les moteurs sont bâchés et l'équipage va passer la nuit en plein désert en reportant au lendemain les réparations qui s'imposent. Voilà une photo de l'époque, l'avion était... Mais l'avion se pose vraiment en plein désert, il n'y a rien du tout, il y a du caillou, hein. Le lendemain, eh bien, l'avion a tenu. L'avion a résisté au vent. L'équipage s'affaire aux réparations nécessaires. Ils sont donc tout seuls. Il y a un joint de robinet d'essence qui est colmaté, une des magnétos qui doit être réparée, un pneu qui est crevé. Et soudain, ils voient apparaître au loin des dromadaires. Ils ne savent pas si ce sont des amis ou des ennemis. Thierry fait préparer les armes. On ne sait jamais. À l'époque, comme vous le savez, il y avait des raids de Touaregs, hein, sur la ligne, la ligne enfin, la TCOR, hein. Il y avait des pilotes qui ont été arrêtés, effectivement, qui ont été emprisonnés, qui ont été tués aussi. Donc, voilà, ils ne savent pas à quoi s'attendre, mais heureusement, ils se rendent compte, d'après ce que dit Thierry, parce qu'il reconnaît les carabines Lebel, ils se rendent compte que ce sont des soldats français qui sont partis en éclaireur après qu'un Touareg leur ait signalé le bruit d'une machine volante. Donc, ils ont une chance incroyable, c'est que c'est une patrouille de l'armée française qui va les retrouver. C'est l'adjudant Diani de la compagnie saharienne du Hogar qui a multiplié les patrouilles pour retrouver l'avion, et c'est une de ces patrouilles qui vient de les contacter. Peu après, l'équipage, enfin le reste du détachement se joint aux aviateurs et ils vont passer le reste de la journée et de la nuit car le vent s'est levé et empêche tout départ. Alors c'est assez amusant parce qu'on va voir que le mécanicien Jeff de Brucker va aider infiniment les méharistes en réparant la bouilloire, il y avait un trou. Il est parvenu à la réparer. C'était vraiment super important. Donc voilà des photos de l'équipage et probablement le détachement n'est pas loin qui attendent. Le lendemain matin, ils embarquent et en fait, ils n'étaient pas très loin de Wallen. Ils n'étaient qu'à environ un quart d'heure de vol. Ils vont y arriver et là, on va leur permettre de remplir, parce qu'évidemment, leur avion est presque à sec, ils vont trouver 35 fûts de 50 litres d'essence qui les attendent, qui avaient été préparés. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà pas mal. Il leur faut encore 8 autres fûts pour compléter le remplissage des réservoirs. Bon, ici, on dit 2150 litres. J'ai vu plein de chiffres. En général, voilà, ça varie entre 2000 et 2200 litres. Thierry en profite pour remercier le Touareg qui a signalé leur présence. Alors, il écrit dans son livre « Il faut encourager l'initiative de ce sauvage. Je lui donne 100 sous pour boire, il est heureux. » Vous voyez, il y a encore des phrases extrêmement, je dirais, connotées de l'époque, mais aujourd'hui, on n'oserait plus dire ça, évidemment. Ils en profitent aussi pour se raser en employant de l'eau qui est si rare au plus grand scandale des méharistes, qui, eux, ne se lavent qu'avec du sable. Mais eux, ils vont se laver avec de l'eau en plein désert. Bref, en fait, ce sont des Européens qui arrivent
dans un pays qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils n'ont rien préparé. Ils ne savent pas du tout ce que c'est l'Afrique, mais ils y vont quand même. Peu d'informations de leur part. On parle ici de la TSF de Colomb-Béchard qui est en panne. Un autre journal dit qu'ils ne savent pas où ils sont. Bref, voilà. Les communications avec Bruxelles sont compliquées et en fait, on s'inquiète déjà. Mais bon, le 11e jour, donc ils sont déjà partis depuis 10 jours. Ils commencent à être loin. Hein. 7e étape, Oualen-Gao, 950 km. Ils partent à 8 heures du matin. Le trimoteur d'école cap plein sud, vers Gao, au Niger. Il n'y a vraiment pas de problème. Ils vont y arriver et voyez, à 13h46, après 6 heures de vol environ, ils vont enfin arriver à cet endroit. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de se dire qu'une des étapes les plus compliquées a été passée sans problème. Ils ont 950 km après 6 heures de vol. Oui, ça fait quand même presque du 150 km à l'heure. Il ne reste plus qu'à suivre le fleuve. Et oui, 3 quarts d'heure plus tard, à 14h30, ils survolent et atterrissent à Gao, accueillis, comme il le dit, Thieffry, par un petit groupe d'Européens et une foule bigarrée de Moricots, tous nus ou en haillons. Le reste de la journée va se passer en apéritif, bavardage, messages, etc. Ce qui est amusant, c'est que c'est à la fois un raid et du tourisme. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont arrivés, eh bien, ils vont faire un peu de tourisme, ils vont aller à la chasse, ils vont boire, on va parler d'apéritif. C'est vraiment un autre monde. Alors, les 12 et 13e jours, ils sont à Gao, parce qu'évidemment, leur voyage a été très fatigant, leur avion a souffert et ils vont, comment dirais-je, passer 2 jours pour vérifier si leur avion tient le coup. Et au-delà de ça, ils vont abandonner pas mal de pièces détachées parce que toutes ces pièces détachées qu'ils avaient prises pour traverser le désert, ils n'en ont plus besoin. Donc, voilà. Ils vont alléger leur avion. Ici, on voit une photo. Donc, ces photos ont été prises dans son livre. Hein. On voit une photo où on voit Edmond Thieffry, Léopold Roger. Je ne pense pas que ce soit ça ici. Je pense qu'ici, on voit un administrateur français donc qui est occupé, oui, Monsieur Lalorette, qui est occupé qui est en discussion. Hein. On voit bien l'avion. Et donc, Edmond Thieffry dit qu'ils ont passé leur journée à la chasse à l'antilope. Ils rentreront bredouilles, d'ailleurs, il le signale. Mais Jeff de Breuker, le mécano, quant à lui, ben, il va passer ces 2 jours à nettoyer l'avion, à le nettoyer, à réviser la machine. Ce qui est amusant, c'est qu'on va voir que le pilote et le chef de mission vont aller, je dirais, faire du tourisme, tandis que le pauvre mécanicien, ben, il va travailler tout seul. Le 14e jour, 8e étape. Alors, ils partent de Gao et vont vers Niamey. Ah, mais ça, c'est très bien, parce que c'est pas un souci. Ils connaissent l'itinéraire. Et 3 heures plus tard, ils voient une ville se dévoiler. Et ils se disent, tiens, voilà, on est déjà arrivé à Niamey. Et en fait, ils voient devant eux un espèce de grand rond. Ils disent, waouh, chouette, on est arrivé. Mais en réalité, ils se disent, enfin, c'est possible de faire 400 km en 3 heures. C'est possible, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais en plus, personne ne semble les attendre vraiment. Ils tournent un petit peu et puis ils atterrissent. Il y a un feu qui s'allume, qui marque la direction du vent, l'avion roule, l'avion atterrit. Et en fait, c'est absolument extraordinaire parce que la personne qui va arriver pour les saluer va leur dire, mais vraiment, messieurs, vous n'êtes pas à Niamey, où vous croyez sans doute avoir atterri. Mais je vous retiens à déjeuner. C'est en effet un civil, un certain Henri Breuillet, qui commande la subdivision de Tillabéri à une centaine de kilomètres de Niamey. Il les a d'une certaine façon pris au piège. Donc en fait, on les a attirés à atterrir, et en réalité, ils auraient dû atterrir à Niamey, et ils ont atterri quelque part au milieu du voyage. Et ils vont se demander, mais pourquoi vous nous avez atterri ici? Et cet administrateur va les recevoir, bien, on parle ici de repas copieux, de la bière, etc. Et il va leur dire que tout simplement, il avait vraiment envie, il avait un désir ardent de faire un baptême de l'air. Et, de sorte que quand il a entendu parler qu'il y avait un avion qui allait passer, eh ben, il a fait en sorte de les attirer comme, voilà, de les attirer comme on attire une mouche avec du miel. Voilà.
De sorte qu'après l'adjudant Diani Desméharistes, ce monsieur Breuillet, sa femme et son enfant seront je dirais presque les seuls passagers qui vont voyager. N'oubliez pas que ce n'est pas un vol aéropostal, donc Thieffry ne transporte pas de courrier. Donc il y a très très peu de courrier qu'on va retrouver. Pardon? Alors, le jour 14, l'étape suivante, c'est Gao-Niamey. Donc ils sont finalement pas tellement loin de Niamey. Niamey est atteinte à 17h10, l'accueil est enthousiaste. Thieffry et Roger rejoignent la résidence de l'administrateur à cheval et c'est là qu'ils vont rencontrer à Niamey les autres aviateurs français, donc du raid Paris-Lac-Tchad, qui a eu un problème, un accident à Niamey. En effet, une partie de l'équipage du Jean Cazal, qui tentait le raid Paris-Lac-Tchad avec l'autre Blériot, le Roland Garros, s'y trouve encore en convalescence après leur accident du 10 février. Donc, il y a un avion qui a eu un problème. L'avion est resté là, il est bloqué. Une partie des équipages est déjà rentrée et la partie, donc l'équipage de l'avion accidenté est encore là, mais ils sont blessés, justement. Dagneau est blessé. Alors, j'ai pris une photo des plus célèbres aviateurs de ce raid. Ici, on parle je pense que c'est mis en bas. Je ne parviens pas à le voir, mais je pense que vous le lirez aussi. Oui, oui, on le voit Vous bien. voyez? Donc, on parle ici d'Agneau, de Goï, de Villemain, devant le Jean Cazal. Donc, ce sont effectivement ces aviateurs-là que Thieffry va rencontrer à Niamey. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Thieffry les connaît déjà parce qu'il forme avec eux, on va appeler une communion d'armes. Pour eux, pour lui, ce sont des compagnons de la guerre. Vous voyez? Donc, ils se connaissent déjà très bien. La soirée se passera d'ailleurs, comme il l'a raconté, en se relatant les souvenirs de la Grande Guerre. Le jour 15, il est à Niamey. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre des photos aériennes. Enfin, ça, il les a prises la veille en comparant la ville sale, africaine, avec les belles avenues à l'européenne bien tracées. Hein. Donc, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Et en plus, Thieffry, il a ce qu'on appelle une indisposition stomacale et son mécano, Jeff, en aura une demain. Donc, ils vont se reposer les 26, 27 et 28 février. Thieffry en profite malgré tout bien qualité pour rédiger son rapport. Alors, son rapport des étapes de Colombéchar à Wallen, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport sera adressé à la Sabena et à la Sapka, mais aussi à sa famille. Il sera remis au colonel Villemain qui rentrera en Europe en bateau de Cotonou jusqu'à Bordeaux, où à Bordeaux, il le postera le 30 mars pour arriver le 1er avril à Bruxelles. Entre-temps, l'avion est ravitaillé en essence. Et comme il y a de l'huile à disposition à Niamey, il se dit pourquoi pas en profiter. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont effectué la vidange, le résultat est désastreux. L'huile, sous l'action de la chaleur, a perdu de sa viscosité et n'est plus utilisable. Alors, que faire? Eh bien, heureusement, Villemain et Dagneau vont lui proposer une solution extraordinaire. Ils vont tout simplement lui proposer de tirer l'huile du Roland Garros qui est bloquée, qui est accidentée, qui ne pourra plus voler. Et on va transférer l'huile du Roland Garros dans le Princesse Marie-Josée. Il y a véritablement un effort incroyable qui a été fait par ces aviateurs pour aider le raid Thieffry. Le vendredi et le samedi 28 février, ils sont toujours à Niamey. Thieffry se remet de son petit problème stomacal et Jeff de Breukers subit aussi les conséquences de ce qu'on appelle aujourd'hui la tourista, changement de nourriture. Mais il continue malgré tout à transvaser l'huile du Roland Garros sur le Princesse Marie-Josée. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de pompe. C'est véritablement un travail fastidieux. Ce travail prendra 2 jours. En attendant, il profite de l'hospitalité de l'administrateur en compagnie de Villemain, Dagneau et du mécano Knecht. Les travaux avancent bien. Le samedi, en fin de journée, à l'apéritif du soir, Bezin, le mécanicien de Georges Pelletier d'Oisy, qui est surnommé aussi Pivolo,
par ses compagnons, leur annonce que tout est prêt et que le départ tant attendu aura bien lieu le lendemain et le lendemain à l'aube. À ce moment-là, il y a du courrier qui est préparé à destination de Zinder et l'équipage va dormir très tôt pour se préparer au voyage qui aura lieu très tôt le lendemain matin. Le lendemain matin, ils partent très tôt, à 6h50 du matin. Après 450 km de vol, donc ils partent de Niamey, ils vont vers Tessawa, 630 km. Après 450 km, le moteur latéral droit commence à vibrer. Après 600 km, Thieffry ordonne un atterrissage d'urgence. Il gagne seul à pied le village de Tessawa, éloigné de 5 km, puis il fait parvenir à l'équipage une collation réconfortante. En fait, voilà, ils sont arrivés, ils ont un problème de moteur, ils ont dû atterrir, ils sont paumés, ils ne savent pas où ils sont, mais bon, ils savent plus ou moins où ils sont. Léopold, le pilote, et Jeff, le mécano de leur côté, tentent de réparer les pièces mécaniques que la chaleur a fortement éprouvées. En effet, les hélices en bois qui se contractent sous l'action de la chaleur et les moyaux d'acier se dilatent, donc peu à peu, les hélices commencent à avoir du jeu. Alors, à force de les resserrer, on commence à provoquer des fêlures dans le bois des hélices. Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils sont passés à travers des bancs de sable dans le Sahara qui ont rongé l'hélice. L'hélice est abîmée et ils commencent à avoir véritablement des problèmes d'hélice. Ben, bon, ils ont un moteur de nez et deux moteurs sur les côtés, mais ils n'ont pas prévu deux types d'hélices. Ils ont prévu qu'une seule hélice de rechange, mais bon, ce n'est pas la bonne. Ils vont avoir un problème. Entre-temps, le commandant français de Tessoua convoque le sultan Baramou, qui contrôle la région. Le sultan, il est là. Hein, et il va ordonner à ses sujets donc, de défricher l'aire de décollage. L'avion doit redécoller, évidemment. Mais avant de décoller, il y a un problème technique qui retarde encore leur envol. Et bon, ben voilà, le crépuscule les surprend, ils ne peuvent pas voler de nuit. Et donc, ils vont passer la nuit à Tessawa, où la table et l'apéritif sont servis. Les autorités de Zinder sont prévenues qu'ils arriveront le lendemain matin. On est à la 19e journée. Vous voyez, ça commence à faire long. Ils vont finir finalement leur étape de Tessawa à Zinder. Après tout, ce n'était que 110 km. Mais bon, ils étaient bloqués. Le Marie-Josée se pose à Zinder. Après une centaine de kilomètres, il n'y a vraiment pas de souci. Alors là, c'est intéressant parce que, bon, ils vont rencontrer évidemment les autorités, un certain monsieur Jor, qui est le gouverneur. Donc, les autorités vont faire les choses extrêmement bien. On va pouvoir vraiment travailler plus sérieusement sur la réparation de l'hélice. Ces travaux vont prendre 3 jours et pendant lesquels l'équipage sera particulièrement chouchouté, comme on dit, par toute la colonie européenne. C'était à l'époque extrêmement rare de voir arriver effectivement un avion, il n'y en avait pas encore eu, un avion avec des Européens à bord. Thieffry en profite d'ailleurs pour donner ses constatations sur la visite de la ville de Zinder. Il parle d'une population nonchalante, etc. Donc de nouveau, il a des opinions extrêmement, comment dirais-je, précises sur la mission de l'homme blanc qui vient coloniser, qui vient développer l'Afrique. C'est vraiment absolument incroyable de lire ça, même aujourd'hui encore. Alors, les mardi 3 et mercredi 4 mars, ils sont toujours à Zinder. Ces jours sont consacrés à la réparation d'hélices. On voit l'avion ici qui est bloqué avec, je dirais, la foule des Européens qui viennent visiter l'avion. Ce qui est intéressant sur toutes ces photos, c'est qu'on voit très rarement des Africains. On voit toujours des Européens. Voilà. C'est comme si la population africaine était un peu tenue à l'écart. Le soir du 4 mars, tout est prêt pour le grand départ vers Fort-Lamy. Donc, ils continuent leur périple. Après Gao, après Zinder, ils arrivent vers Fort-Lamy. Et là, les problèmes vont commencer parce qu'ils ont une étape qui est extrêmement longue. Ils vont de Zinder, a priori, ils doivent faire 1250 km. Ils partent à 6h20 du matin de Fort-Lamy. Alors, Fort-Lamy, j'ai vérifié, c'est un certain commandant Lamy qui fut tué en combattant les troupes d'un cruel sultan qui s'appelait Rabat, celui-là même qui terrorisait toute la région du Tchad. On est au Tchad, évidemment. Hein.
Thierry se charge d'un peu de courrier, ça ce sera intéressant à voir, à destination de Bruxelles. Donc du courrier envoyé donc de Fort-Lamy, pardon, de Zinder pour Bruxelles. L'avion va naviguer à la boussole, car le territoire qu'ils vont traverser est mal cartographié et les pistes et les bourgades se déplacent au gré des pérégrinations des populations locales. Donc l'idée générale consiste à suivre les rivières qui vont se jeter dans le nord du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un grand lac qui dépasse toute la Belgique, toute la superficie de la Belgique, donc c'est quand même déjà pas mal, c'est plus de 30 000 km². Puis, une fois ils sont sur le nord du lac, de viser en ligne droite Fort-Lamy. Ben, voilà, ça c'est plus ou moins la carte qu'ils doivent suivre. Ils vont par là, ils visent la pointe et ils savent, une fois qu'ils sont sur la pointe, que Fort-Lamy est un peu plus bas à droite. Le problème, c'est qu'en fait, leur avion va dévier et au lieu de suivre cet itinéraire qui les menait à Fort-Lamy, ils vont suivre un itinéraire qui est beaucoup plus méridional et ils vont dépasser Fort-Lamy et ils vont arriver quelque part ici, dans cette zone-ci. Donc, ils sont beaucoup plus bas. Le problème, c'est qu'après ça, ils n'ont plus d'essence. Et comme ils n'ont plus d'essence, ils ne peuvent plus voler et donc ils vont avoir besoin des secours de Fort-Lamy pour se dépêtrer. Vers 14h20 ce jour-là, un feu leur semble indiquer la direction de Fort-Lamy, mais malheureusement, c'est un feu de brousse. Et l'autonomie restante de l'appareil ne permet plus de faire marche arrière, ne permet pas de faire beaucoup de recherches. Donc Thieffry ordonne au pilote d'atterrir au plus vite et parvient malgré tout à se situer plus ou moins sur la carte. Alors, il va rencontrer des habitants qui vont voir arriver un avion. Ils n'ont jamais vu un avion de leur vie. Ils sont absolument catastrophés, terrorisés. Voilà. Thieffry va leur offrir des cigarettes. Ils vont se mettre à mâcher les cigarettes. Enfin, c'est vraiment. Euh, Quand j'ai lu ça, j'ai pensé que c'était un peu une histoire de Tintin au Congo. Vous voyez, si vous voyez un peu les références de la bande dessinée, c'est absolument incroyable. Il va, de toute façon, Thieffry comment dirais-je, va atterrir et puis il va repartir. Il va arriver à Jaguar à 16h35, mais après 1 heure de vol, ils doivent se contraindre à atterrir à nouveau car les réservoirs sont presque à sec. Donc, quelque part, ils sont paumés quelque part ici, dans cette zone-ci. Ils sont en fait à un patelin qu'ils appellent Bois-Mbassa, un patelin perdu à environ 60 km de Fort-Bretonnais. Voyez? Et ils ont dépassé Fort-Lamy. Donc, ils sont arrivés ici, en fait, à ce point-ci. Ils sont bien loin de Fort-Lamy. Donc, Fort-Lamy, c'est le N'Djamena aujourd'hui. Donc, le soir, ils vont rester dans leur avion. Ils sont complètement paumés. Ils vont rester dans leur avion et ils vont attendre le lendemain pour chercher du secours. Le lendemain, voilà, ils sont à... Ça, c'est l'avion tel qu'il était à ce moment-là. Thieffry, ben lui, il va se dire, il n'y a qu'une seule solution. Il va remonter le fleuve Chari en pirogue. Donc, le fleuve, il va le remonter. Donc, ça va être assez compliqué. Il aurait pu prendre un cheval pour aller plus vite. Ça aurait été plus vite qu'en pirogue. Mais le problème, et ça, c'est vraiment quelque chose d'amusant à lire dans le livre de Thieffry, même si c'est un peu triste, Thieffry va souffrir de petits problèmes sur la partie, comme on dit, fondamentale de son corps. Et le pauvre, ce qui a donné naissance à des gros furoncles qui le feront énormément souffrir. C'est amusant de voir que dans son livre, il va en parler plein de fois. C'est vraiment le gros problème. Ceci, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est un raid aérien, mais ça devient presque une espèce de grande aventure à la Jules Verne, finalement. Roger est dans le même cas, sauf Jeff de Brucker, le mécano, qui lui n'a pas eu la chance de faire des balades en cheval, qui n'a pas pu faire des chasses à l'antilope et compagnie, et donc lui, il est resté sur son avion et il n'a pas ce problème. Thieffry va donc se faire porter à bord d'une pirogue, ne peut pas prendre le cheval, il se fera installer sur un lit de paille pour atténuer ses douleurs. Les heures passent, la chaleur est intense, la perspective des heures torrides lui paraît encore plus atroce que le cheval, malgré les lancinantes douleurs provoquées par ces petites blessures. Il en profite d'ailleurs pour se faire ravitailler en lait frais. Et alors là, c'est aussi extraordinaire, parce que Thieffry n'avait pas pensé une chose, il n'avait pas pensé à prendre de l'argent. Donc il a avec lui, au fond de ses poches, des pièces de 10 centimes belges,
Ça, c'est des pièces de 10 centimes belges qui, comme les pièces françaises, vous voyez, à l'époque, avaient un trou. Alors, il va utiliser ces pièces-là pour payer les choses qu'il va acheter. Le lait frais, par exemple. Et il va se rendre compte qu'en fait, les gens sont friands de ce genre de choses parce que ça sert, comme il le dit, à faire de belles boucles d'oreilles pour madame. C'est assez amusant. À la fin de la journée, la barque va s'échouer et tous les pagayeurs, guides et Thieffry, ils vont partir dans le noir vers la halte de la nuit. Même en pirogue, on ne voyage pas la nuit sur un fleuve, il y a trop de dangers, il peut y avoir des bêtes sauvages, des crocodiles, n'importe quoi. Donc ils s'arrêtent. Et ils arrivent, donc on est très tard le soir, ils arrivent dans un village perdu où ils vont demander des chevaux. Mais évidemment, le problème, c'est que des chevaux, demander des chevaux en pleine nuit dans un village africain, c'est pas si facile. Donc il y a un vrai gros problème. Et à ce moment-là, Thieffry, qui attend, parce qu'évidemment il ne comprend pas ce que les autres disent, entend une voix qui crie, qui parle français. Et Thieffry se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un Européen? Oui, un Européen, effectivement. Et il va rencontrer un adjudant qui s'appelle l'adjudant Roussel de l'infanterie coloniale, qui, lui, eh bien, va rentrer de son séjour en Afrique et qui a un bateau et qui est occupé à remonter le fleuve avec ce bateau. Donc, c'est vraiment une chance incroyable qu'il va avoir parce qu'il va pouvoir profiter de l'aide de ce monsieur, de cet adjudant Roussel, voilà, pour se dépêtrer de ses problèmes. L'adjudant Roussel, qui remonte le fleuve Tchari, donc vers Bangui, Brazzaville, Matadi, puis la France, ben, il va trouver la solution. Il va dire, ben, voilà, vous allez dormir sur la baleinière, sur le bateau, on va remonter le courant, et puis peu à peu, on va envoyer des messages en avant vers Fort-Bretonnais et en arrière pour rassurer vers l'équipage qui est resté près de l'avion. Vous voyez? Alors, du 6 au 11 mars, vous voyez, c'est une longue période, c'est presque une semaine. Eh bien, Thierry va continuer à galérer sur le fleuve Tchari. Donc, pendant toute cette semaine, il va continuer ben voilà, il va continuer à essayer de trouver une solution pour se dépêtrer avec son avion. Pendant ce temps-là, la Sabena, à Bruxelles, bon, ben, on ne sait pas très bien où ils en sont. Il y a de gros problèmes. Ils ne savent pas très bien où ils sont. Voilà. Alors, en récapitulant jour par jour, le 7 mars, ils vont faire Mafling, Fort-Bretonnais en bateau et à cheval. Donc, on ne parle même plus d'avion, on parle de bateau et de cheval. Ils vont remonter le Chari vers Fort-Bretonnais. Je vous rappelle, ils étaient arrivés beaucoup trop bas. Donc, ils remontent, ils essaient de remonter un petit peu vers Fort-Lamy. Le trajet est lent, le soleil les cuit peu à peu. Enfin, après le déjeuner, ils trouvent enfin des montures. Et malgré tout, Thieffry accepte de monter sur un cheval. Mais bon, il paraît que c'était une jument et il paraît que les habitants ont trouvé ça du plus haut ridicule. Mais enfin bon. Après une heure de petit trot, on est le samedi, hein, je vous rappelle, le samedi 7 mars. Après une heure de petit trot, Thieffry est à bout. C'est furoncle. Il ne peut même pas appuyer sur ses étriers car les étriers sont faits d'une petite boucle. Et lui, il a des bottes. Donc, il ne peut pas. Et voilà, il est coincé. Nité non plus, il met pied à terre, il va demander à Roussel de filer au triple galop et de rejoindre Fort-Bretonnais et son télégraphe, parce qu'il a besoin, lui, d'avoir des nouvelles, il a besoin d'appeler du secours. Il marche comme un automate, écrit-il, le sol lui brûle la plante des pieds à travers les semelles. Soudain, il y a un cavalier qui arrive, ce n'est pas Roussel qui est resté là-bas, mais un indigène qui lui dit « Vous devez vous dépêcher parce que le télégraphe ferme à 5 heures et il est déjà 4 heures de l'après-midi. Et c'est samedi. Et sinon, vous n'aurez plus de possibilité avant lundi matin. » Donc, Thieffry n'a d'autre option que de sauter sur le cheval, de partir au triple galop, le corps contracté par la douleur, et il se rappelle vaguement être arrivé, s'être affalé dans un fauteuil, et voilà. Donc, c'est vraiment absolument incroyable comme aventure. On lui tend arrivé là un texte, et heureusement, c'est le gouverneur de Fort-Lamy, M. Reste, qui va lui dire que les secours sont en route, que l'essence et l'huile arrivent par un vapeur, donc ça va arriver par bateau, et que Thieffry doit maintenant de toute urgence retourner sur Maflink, là où se trouve l'avion, et en attendant, il s'installe pour la nuit à Fort-Bretonnais,
et il dit qu'il a dormi comme un loir. Il va repartir de Fort-Bretonnais sur Maflink en pirogue. Ça va être plus facile parce qu'on descend maintenant le fleuve au lieu de le remonter. Il se fait conduire sur l'autre rive et enfin, il voit arriver dans la soirée le convoi de voitures commandé par M. Rest, le gouverneur de Fort-Lamy. M. Rest qui sera pour lui vraiment une bénédiction. Hein. Thieffry va utiliser dans son livre des mots pour traduire leur rencontre. On sent un homme qui est complètement à bout, qui a fait vraiment des efforts presque surhumains, qui a surmonté vraiment des problèmes physiques, qui a voyagé par pirogue, qui a voyagé à cheval. Dans l'avion, il faisait environ 70 degrés, donc c'est une chaleur absolument étouffante. Hein. Ils sont complètement paumés et voir arriver des Européens avec une voiture, un convoi, c'est absolument extraordinaire pour lui. Et en plus, et ça c'est amusant aussi, le gouverneur apporte du champagne. Alors ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans quasiment toutes ces escales. Ils boivent du champagne. Thieffry se plaint tant de ses furoncles que les pansements sont aussitôt préparés, mais la douleur est tellement intense qu'il tombe en syncope. Et il dit, j'ai bu toute une bouteille de champagne pour pouvoir plus ou moins me réveiller. Donc voilà, c'est absolument incroyable. Et je me demande quand même comment on pouvait avoir du champagne en pleine savane africaine. Mais enfin, c'est un autre problème. Et voilà, bon, ben, finalement, M. Rest est son bienfaiteur. Il dîne en devisant gaiement et la soirée se passe plus ou moins sans problème. Je dirais qu'à partir de là, ces problèmes sont plus ou moins résolus parce qu'il a de l'aide, en fait. Hein. La journée du 9 va consister à transborder les marchandises d'une rive à l'autre du fleuve. Oui, parce que bon, ce fleuve est immense. Hein. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une rivière, c'est un véritable fleuve très large. Donc, c'est un fleuve avec des bras multiples, des bancs de sable infestés de crocodiles et d'hippopotames. Donc, c'est vraiment un fleuve compliqué. La journée se passe à ces transbordements. Thieffry se repose. Le lendemain, Maflink boit Mbassa en voiture. Donc, boit Mbassa, c'est l'endroit où se trouve l'avion. Et Maflink, c'était l'endroit où le bateau devait arriver. Le 10 mars, vers 11 h du matin, il retrouve enfin le Princesse Marie-Josée, qui était dorlotée par le mécano et le pilote. On parle de températures extrêmes, on parle effectivement de 70 degrés dans la carlingue, mais l'avion a tenu, l'appareil est intact. Je vous rappelle que le plus important pour lui, c'était d'avoir un appareil qui soit intact, parce qu'il fallait que cet appareil soit opérationnel dès son arrivée. C'est le temps des retrouvailles, on se raconte un petit peu. Voilà, donc en fait, ils se sont peu à peu remis ensemble. Et Léopold Roger raconte lui aussi toutes les aventures qu'il a faites. Il a par exemple dit qu'il avait dû voyager 60 km pour changer un billet de 100 francs, papier que les indigènes dédaignent, pour pouvoir échanger des pièces de monnaie et avec ces pièces de monnaie pouvoir acheter quelque chose. Et l'aller-retour lui avait pris 2 jours. Vous voyez, c'est vraiment très, très compliqué. Jeff, pendant ce temps-là, donc le mécano, a eu du mal à contenir la foule. On parle de milieux d'yeux ahuris qui n'avaient jamais vu un avion. Et certains ont été même jusqu'à oser tester la solidité de l'aile en transperçant la toile de l'aile avec sa lance. Mais bon. Entre-temps, l'administrateur du poste de Tcheknamassenia était venu prêter main forte à Jeff. La journée du 10 s'achève donc bien. Finalement, la plupart de leurs problèmes sont résolus. Mercredi 11, ils sont toujours à Mbassa. Enfin, le petit vapeur qui apporte le carburant a été vu, puisqu'en fait, ils étaient arrivés en voiture, je vous rappelle, en attendant évidemment le ravitaillement qui arrive par bateau. Ce vieux rafio apporte environ 10 fûts de 200 litres, c'est-à-dire 2000 litres d'essence, ce qui va leur permettre de repartir. Le terrain est arasé, l'avion est progressivement ravitaillé et à la tombée de la nuit, tout est embarqué. L'avion est testé et fin prêt pour la suite du raid qui aura lieu le lendemain, le 12 mars. Je vous rappelle qu'ils sont partis le 12 février, c'est un mois plus tard. Le départ a lieu entre 2 haies d'indigènes abasourdis par ce spectacle. Donc, ils partent de Mboa-Mbassa et vont vers Fort-Archambault, environ 400 km.
Ils partent donc vers Fort-Archambault. Ils vont être accueillis à Fort-Archambault par Monsieur de Coppet, qui est l'administrateur. Ce dernier est accompagné par le docteur Muraz, un éminent médecin qui va enfin pouvoir soigner les problèmes de Thierry, dont il parle tout le temps, hein. Mais le problème aussi qu'ils vont avoir, c'est que le mécano a inspecté l'avion et revient avec de mauvaises nouvelles. L'hélice de l'aile, qui a déjà tant souffert à Tessawa et à Zinder, se fend de plus en plus. Un éclatement en plein vol signifierait la fin mortelle de l'expédition et ils n'ont pas emporté d'hélice de rechange de ce type. Donc en fait, ils ont deux types de moteurs, mais ils n'ont pas l'hélice du bon moteur. Alors il y a deux solutions. Soit on fait venir de Kinshasa une hélice pour moteur Siddeley. Il y a donc deux Siddeley et un moteur Rolls-Royce devant. Ou bien on risque le vol jusqu'à Bangui, séparé de 500 km. Et on demande à Sabena Bruxelles de leur envoyer une hélice de secours. Donc il y a deux solutions là. Soit on demande de faire venir une hélice, soit on va jusqu'à Bangui, et là, qui est à 500 km, on tente le coup et on se fait venir une hélice au départ de Léopoldville, en fait. Et ils se disent, bon, mais s'il y a quand même des moteurs qui tombent en panne, il y a encore deux moteurs. Ouais, bon, voilà. Et finalement, c'est cette dernière solution, c'est-à-dire de tenter jusqu'à Bangui, séparé de 500 km, et qui va être choisie. Le vendredi 13 mars, le départ n'a lieu que le lendemain, le 14 mars, peut-être parce qu'on ne part pas un vendredi 13, peut-être, et l'équipage en profite pour visiter le jardin zoologique. Et il raconte c'est à lire, il raconte quelques anecdotes, par exemple, qu'ils avaient voulu faire une surprise à l'administrateur du zoo en lui proposant un bébé rhinocéros qu'ils avaient peint en blanc. Ce qui fait que le pauvre bébé rhinocéros est mort tout de suite, intoxiqué par la peinture. Mais c'est vraiment de nouveau des idées, des histoires absolument incroyables qu'on raconte à l'époque, mais qui sont bien dans l'air, dans le temps de 1925. Le samedi 14 mars, 12e étape, Fort-Archambault-Bangui. Donc voilà, on avait dit plus ou moins 550-500 km. Le vol de Fort-Archambault, SAR de nos jours à Bangui, capitale de l'AEF, aujourd'hui République centrafricaine, se passe bien et l'hélice ne donne pas de signe de faiblesse. À 10h25, le fleuve Ubangui est en vue. Voilà le fleuve Ubangui. Et la rive gauche là-bas, c'est le Congo belge, puisque le fleuve sépare finalement l'AEF du Congo belge. Donc ils sont presque arrivés, mais presque seulement. À 11h35, arrivé à Bangui, l'avion est amarré. Thieffry expose son dilemme au gouverneur, M. Lamblin. Soit on continue pour atteindre le Congo belge, ou bien on attend la nouvelle hélice. Et ils ont déjà pris un risque sur les 550 km, et finalement ils vont se dire non, c'est dommage, on ne va pas prendre un risque supplémentaire, on va tout simplement attendre de voir arriver la nouvelle hélice. Le problème, c'est que l'hélice, pour arriver, elle va prendre 15 jours. Donc pendant 15 jours, ils vont rester à Bangui en attendant l'arrivée de la nouvelle hélice. Donc du jour 32 au jour 48, donc jusqu'au mardi 31 mars, ils vont rester à Bangui. Alors je me suis amusé de faire un petit bateau, voilà, pour vous dire que le bateau va arriver donc le 30 mars, le temps d'une petite pause dans le récit que nous reprenons donc 2 semaines après. Donc pendant 2 semaines, finalement, ils ont fait du tourisme, ils sont restés, ils se sont reposés. Mais 15 jours de tout confort quand même. Donc ils avaient une villa prêtée par le gouverneur, les boys, le cuisinier, le soldat. Et ils ont même une voiture prêtée et des chaises à porteurs. Vous voyez, ils avaient tout le confort. Donc ils sont bien. Fête, réception, et Thieffry peut même suivre 2 fois la messe. Il est très content parce que c'est la première fois qu'il suivait la messe depuis Perpignan. Donc pour lui, là, tout va bien. En attendant le vapeur donc, qui doit arriver, on va allonger la piste de Bangui. On va évidemment, comment dirais-je, abattre beaucoup d'arbres, tout simplement pour lui permettre de redécoller. Et on va bien affermir l'avion parce qu'il y a des tornades.
Je vous rappelle que si Thieffry est parti en février 1925, c'était surtout pour éviter les tornades, la saison des tornades et des cyclones en Afrique. C'est une des raisons. Et finalement, on y est presque. Mercredi 1er avril, ils sont à Bangui. Après 18 jours, l'équipage du Marie-Josée profite toujours de l'hospitalité des autorités françaises de Bangui. Malgré le repos forcé, le temps s'est écoulé agréablement et voilà, ils ont bien sûr tout à fait révisé l'avion, puisque cet avion doit être opérationnel le plus vite possible après. Le 20 mars, ils ont abattu 250 gros arbres. Enfin, ce n'est pas eux qui l'ont abattu, ce sont on va dire des pauvres personnes qui étaient affectées à cette tâche compliquée. La piste est largement allongée. Le 30 mars, le chef menuisier de la Sabena, M. Mestac, arrive de Léopoldville avec l'hélice de rechange, donc il arrive par bateau. Le 31, on met la nouvelle hélice en place, les petites réparations qui sont occasionnées par 7 tornades consécutives. Donc il y a eu, pendant qu'ils étaient là, environ 7 tornades qui ont abîmé un petit peu l'avion, mais tout va bien quand même. Mais voilà, on est le mercredi 1er avril, tout va bien, et demain ils arrivent au Congo belge. 13e étape, 50e jour, Bangui, Irébu. Pas encore le Congo belge, pas encore, Léopoldville. 564 km. Ils partent à 4 heures du matin, tout le monde les attend, pas de souci. Il y a même l'administrateur belge, M. Stassen, qui a traversé le fleuve, qui est allé donc voilà, du côté français pour officialiser la présence belge. Et ils vont profiter, comme il y a de la place dans l'avion, ils vont reprendre M. Mestac, donc le fameux menuisier qui est arrivé avec son hélice, qui a mis 15 jours, 16 jours par bateau pour apporter l'hélice et qui ne va mettre que 9 heures au retour pour aller à Léopoldville. Et ce monsieur Mestac, il raconte qu'en fait, il va rapporter aussi, comme autre passager, 2 poules, 2 canards que monsieur Mestac rapporte à son épouse parce qu'il dit que le canard là-bas à Léopoldville, ça coûte beaucoup plus cher. Amusant. Thieffry débarque tout ce qui ne sera plus nécessaire en pièces détachées, ce qui allège d'autant l'avion. À 6h30, l'avion s'ébranle, décolle au ras de la cime, et voilà, ils traversent le fleuve, ils arrivent au Congo belge. Le problème, c'est que le brouillard se lève, le ciel se brouille, l'océan de verdure fait place à un tapis ouaté gris, l'avion monte, retrouve l'azur à 400 mètres de hauteur. Bref, le problème, c'est qu'il y a une épaisse couche de nuages qui les empêche de voir exactement où ils sont. Au-dessus, c'est clair, mais en dessous, c'est la purée de pois. Voyager à la boussole présente des risques, donc ils commencent à avoir des petits problèmes de moteur, on parle de tout sautement, etc. Ils vont descendre très bas pour essayer de trouver, je dirais, un point pour atterrir. Et finalement, Thieffry se dit, voilà, maintenant, on arrive en terre belge, puisqu'on est au Congo belge, et on parle ici déjà de pluie, de drache. La drache, c'est la pluie en Belgique, hein. Donc, la drache nationale, c'est le temps qu'il fait le 21 juillet, le jour de la fête nationale. Il pleut toujours. Mais enfin, bon, voilà. Il continue à voler, le moteur a dératé, et voilà, l'option la meilleure semble être de trouver Irébu, qui est un terrain de secours. Et heureusement, l'avion va pouvoir se poser à Irébu. Voilà, ils vont atterrir à 11 heures du matin. Ils auront beaucoup de chance. Il faut dire aussi que le fleuve, donc l'Oubangui, les fleuves Congo et Oubangui se rejoignent et forment comme une espèce de grande étendue. On parle d'une étendue de 40 km de large. Donc c'est un fleuve qui a 40 km de large, hein, pas de long, de large. Donc c'est vraiment un fleuve immense, hein, et très compliqué. Mais bon, ils sont arrivés au Congo belge, voilà, mais ils ne sont pas arrivés à Léopoldville, ils sont arrivés à Irébu, et ils vont se dire, OK, ben, on partira demain seulement pour le Congo belge, mais ils sont arrivés. Champagne de nouveau pour tout le monde. Et le problème mécanique est réglé, le dégagement du terrain prendra quelques heures, ils vont dormir à Irébu et ils vont repartir le lendemain. Voilà. Le lendemain, ils partent, ils se lèvent à 3 heures du matin, ils réveillent ses camarades vers 5 heures, et l'avion décolle à 6h30. Sans problème,
ils vont arriver. Vous voyez, je vais un peu plus vite. Finalement, ici, c'est un moment extrêmement, je dirais, un moment plein d'émotions parce que après 51 jours de vol, ils commencent à désespérer. Et qu'est-ce qu'ils voient finalement apparaître au loin? Ils voient apparaître finalement Léopoldville. Et pour eux, c'est vraiment absolument incroyable. C'est vraiment un moment d'émotion absolument incroyable. L'avion touche le sol à 11h05 et le pilote Roger n'a que le temps de couper les contacts du moteur parce que la foule va s'avancer. C'est un peu comme pour l'arrivée de Lindbergh à Paris. Il faut couper les moteurs, sinon tout le monde allait être haché menu. Voilà, donc c'est les moments de la grande émotion. J'ai quelques photos de l'arrivée. Vous voyez, l'avion qui atterrit devant la foule des Européens, l'avion qui atterrit. Et en fait, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier avion qui arrive là-bas. Les autres avions sont déjà arrivés par le bateau et ont été remontés. Donc ça, c'est un avion qui tournait autour, qui a vu arriver l'avion et qui l'a filmé d'en haut. Enfin, la Belgique et le Congo se tiennent par la main. C'est une médaille qui a été frappée pour commémorer cet événement. Voilà quelques photos. Il s'est de nouveau rhabillé en militaire. Les autorités, les fleurs et la foule des colons de Léopoldville qui vont se presser pour se faire photographier devant l'avion. La suite est très simple. Le retour, il va reprendre le bateau dès le 7 avril, donc il ne va pas rester au Congo. Léopold Roger, le pilote, lui, il va rester au Congo et va commencer sa vie de pilote, tandis que Thieffry et De Bruycker vont reprendre le bateau, vont arriver en Belgique, où on va leur réserver un accueil absolument délirant, parce que bon, c'est quand même une grande aventure, et pour les Belges, c'est vraiment incroyable de se dire que la Belgique avait relié sa colonie. À ce moment-là, c'était vraiment, je dirais, un grand exploit. Que reste-t-il aujourd'hui de cet exploit? Eh bien, il reste, et c'est intéressant à voir, deux plaques commémoratives, l'une qui se trouve à Bruxelles, et alors assez incroyable, l'autre, parce qu'ici il y a écrit le 12 février 1925, c'est une grande plaque, hein, vous voyez ici, il y a deux personnes avec la plaque, et l'autre, c'est une plaque qu'on a redécouverte dans les caves de l'ancien aéroport de Kinshasa, dans les caves de l'aéroport de Ndolo, puisqu'ici, c'est la plaque du retour. Il ne faut pas oublier que le Congo belge a fini, enfin, que le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960 et que beaucoup de choses ont été abandonnées par les Belges, en particulier cette plaque qui avait été abandonnée dans une des caves. Mais elle a été retrouvée heureusement. Qu'est-ce qu'on a encore retrouvé? Ben oui, que devient l'équipage après le raid? Simplement pour vous le rappeler, le pauvre Edmond Thieffry va mourir très jeune. Il va mourir 4 ans après son raid au Congo. Il est enterré au Congo. Léopold Roger, ben lui, va mourir à 28 ans, bêtement, d'une petite maladie bénigne. Quant à Jeff de Bruycker, lui, il a la chance de vivre sa carrière. Il va décéder vers 1966. Il va décéder, je dirais, après sa pension. Très bien, il n'y a pas de souci. Et l'avion, eh bien, que va devenir l'avion? En fait, l'avion va sortir de flotte en janvier 1933. Il a eu un accident ici au Congo, mais ce n'est pas l'accident qui l'a complètement détruit. Ben, je suppose que tout simplement, l'avion était dépassé à ce moment-là par les événements et était remplacé par d'autres avions, des Fokker 7, qui étaient beaucoup plus modernes, etc. Qu'est-ce qui reste encore? Une statue à Edmond Thieffry à Bruxelles, une statue à Léopold Roger dans sa commune de Momigny. Donc, ce sont deux monuments funéraires qui restent et une station de métro Thieffry à Bruxelles. Mais il ne faut pas oublier aussi que Edmond Thieffry est resté pour beaucoup associé à l'image du roi chevalier. Si vous vous rappelez peut-être un des souvenirs d'histoire, après la Première Guerre mondiale, je dirais le souvenir du roi Albert Ier était très prégnant dans la mémoire des Français parce qu'il était considéré comme étant un des grands chefs qui avait empêché les Allemands d'envahir la France. Et donc, on parle de la géographie et on va traiter presque Edmond Thieffry de héros. On va en faire un espèce de héros caricatural.
le grand aventurier qui a permis d'arriver au Congo, etc. Donc, on va retrouver quelques images, je dirais, hagiographiques. Et j'ai même trouvé la bande dessinée qui raconte un peu ses aventures. Alors, si on en vient maintenant à quelques plis ou à quelques éléments de poste que l'on peut trouver, on va surtout trouver des éléments qui vont commémorer qui vont commémorer le raid, dont précisément des enveloppes qui ont été émises pour le 30e anniversaire en 1955. Il ne faut pas oublier aussi que le premier vol officiel de la Sabena vers le Congo a eu lieu en 1935, exactement 10 ans après. Donc, il y aura souvent des enveloppes qui auront les deux anniversaires l'un à côté de l'autre. Donc ici, ce sont des enveloppes qui vont commémorer le vol. On voit ici Edmond Thieffry 1925 et on voit ici 1955, Sabena 1955. Voilà, c'était donc le 30e anniversaire, plus ici toutes des enveloppes différentes qui sont envoyées des Pays-Bas, qui sont envoyées du Luxembourg, qui sont envoyées du Portugal, qui sont envoyées encore du Portugal, effectivement, ou des enveloppes retour, donc qui sont envoyées d'Afrique vers la Belgique. Donc, il y en a sans doute d'autres, mais ce sont quelques exemples. On va fêter aussi le 50e anniversaire de ce raid, donc en 1975, par un timbre qui va commémorer donc le vol. On va fêter le 60e anniversaire en 1985 par une plaque de la Sabena. Et cette année, il y a quelques mois, puisque le vol était parti le 12 février 1925, les postes belges ont émis un timbre qui commémore le 100e anniversaire du premier vol vers le Congo avec les 3 membres de l'équipage et l'avion. Et voilà encore un feuillet qui porte plusieurs timbres avec plusieurs cachets différents pour le 50e anniversaire de ce premier vol. Alors, les plis transportés au départ de Bruxelles. Alors, je vais terminer cet exposé. Ce n'était pas du tout un vol postal. Donc, le but, ce n'était pas de transporter du courrier. Mais Thieffry a bien gentiment accepté de transporter quelques petites lettres, mais pour faire plaisir. Alors, j'ai été regarder dans les bulletins de la SAB, donc la Société aérophilatélique belge, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on en pensait. Nous savons que l'avion aurait, je mets un conditionnel, transporté 6 lettres au départ de Bruxelles. Elles furent timbrées et postées le 4 avril à Léopoldville, donc après l'arrivée, pour le trafic local ou vers la Belgique pour un vol retour avec un affranchissement de 50 centimes par la voie ordinaire. Alors, il y a une lettre de Bruxelles au Congo qui est adressée au gouverneur du Congo par le ministre des Colonies, donc qui est parti de Bruxelles vers le Congo. Une lettre de Bruxelles adressée à un certain commandant Benoît, qui est administrateur à Moma, au Congo. Et ici, j'ai une lettre. Donc, il y a 3 lettres du vicomte de Bus de Warnaf, de Robert de Smet et à Valentin Briffaut. Et précisément, la lettre de ce monsieur de Smet, elle est affichée là. Donc voilà, c'est une lettre qui a volé dans l'avion. Il l'a affranchie à Léopoldville pour se la faire renvoyer en Belgique. Donc on ne peut pas vraiment. C'est une lettre qui a voyagé, mais qui n'a été affranchie qu'à l'arrivée pour être renvoyée par une voie ordinaire vers la Belgique. Et ce sont des amis qui ont demandé de le faire. Et voilà encore une lettre qui a été envoyée, donc qui a voyagé avec l'avion, qui était adressée au commissaire de district de Kinshasa. Donc cette lettre est arrivée à Kinshasa, on l'a affranchie à la poste et elle est arrivée très rapidement, évidemment, en courrier intérieur. Alors, les relations postales à l'époque étaient compliquées et Thieffry, qui a profité de beaucoup d'aides de personnes qui lui versent en aide justement en cours de vol, a accepté de prendre quelques plis, spécialement quelques lettres de Niamey pour Zinder, qui ont été remises au percepteur des postes affranchis à 25 centimes en courrier intérieur. Donc, j'ai retrouvé des copies de lettres qui sont très rares, évidemment, qui sont adressées en courrier
je dirais, intérieur. Ici, c'est du courrier qui part de Niamey et qui va arriver à Zinder. Donc, il est écrit par avion belge, Princesse Marie-Josée. Donc, en fait, c'est surtout des gens qu'il a rencontrés en cours de route, qui ont voulu envoyer du courrier ou du courrier commémoratif ou du courrier témoin qui a été transporté par l'avion. Mais en aucun cas, c'est un courrier vraiment officiel. Quelles copies transportées pendant le vol? Alors, on parle du courrier de Zinder à Fort-Lamy. On pense qu'il y a environ 25 plis, 25 lettres qui sont vraiment des lettres qui ont été faites en groupe, qui ont été préparées à Zinder pour être envoyées à Fort-Lamy, dont le courrier affranchi le 5 mars à Zinder, qui est adressé par le gouverneur du Niger, M. Jor, à lui-même, donc il s'adresse du courrier à lui-même, et à son épouse, ainsi qu'au gouverneur Reste à Fort-Lamy. Thieffry n'atteignit pas Fort-Lamy, mais remit le courrier directement à M. Reste, parti à sa recherche, qui le fit oblitérer, lui, le 13 mars 1925 à Fort-Lamy, puisque Thieffry n'est jamais passé par Fort-Lamy, puisqu'il a atterri bien plus bas à Fort-Bretonnet ou à Mbouambassa. Voilà quelques exemples de ce courrier. Ce courrier est très recherché parce qu'il est très rare. Voyez, il est adressé, c'est du courrier officiel, a priori avec une enveloppe officielle, qui est adressée par M. Jor, par le gouverneur Jor, à lui-même, ou par le gouverneur Jor au gouverneur Reste, donc de Zinder ou de Fort-Lamy. J'ai retrouvé ici, si ça vous intéresse, j'ai retrouvé ici, actuellement, attendez, il y a une enveloppe qui est occupée à être vendue. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai vu actuellement qu'il y a sur une vente, Roumet, une de ces enveloppes qui est actuellement proposée à la vente. Voilà. Et je vois qu'il est proposé à la vente à 600 €. Voilà, pour information. Mais c'est vraiment un pli témoin parce qu'il n'y a aucune adresse. Quelques autres plis transportés. En fait, on sait qu'il a lesté, il a jeté de son avion une dépêche qui a été lestée avec un caillou au-dessus d'un village et il recevra à Zinder l'accusé de réception. On n'a pas la lettre. Une lettre qui a été remise à Fort-Lamy pour Bruxelles, ainsi que quelques plis témoins à l'attention de Sabena Bruxelles. Donc voilà deux exemples. Alors, le premier pli, c'est un pli qui a été confié à un fonctionnaire qui rentrait en Europe et qui passait par Canot. Vous avez là le cachet de Canot. Donc c'est un pli qui a été donné pour un fonctionnaire qui rentrait en Europe. Et un pli, je ne pense pas que ce soit celui-là, oui c'est peut-être celui-là, c'est un pli qui contenait le rapport de Thieffry. Si vous vous rappelez, on en avait parlé. Thieffry qui avait confié à Villemain les informations sur ses escales, qui étaient confiées à Villemain, qui a pris le bateau, le Tchad, de la Compagnie des Chargeurs Réunis, qui est arrivé à Bordeaux pour arriver à Bruxelles le 1er avril. Et enfin, quelques autres plis, probablement des plis qui ont été adressés par l'équipage. Voyez, le 3 du 4, c'est-à-dire à l'arrivée, à un certain monsieur Brabant, qui était un de leurs amis qui travaillait à la Sabena. Donc c'est un collègue de travail d'une certaine façon aussi. Mais c'est du courrier qui a été posté à l'arrivée en fait, hein. Voilà. Voilà, je termine ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et la dernière chose que je fais, c'est que je mets ici derrière toute une biographie de toutes les sources que j'ai retrouvées. Je me suis principalement intéressé à une somme de 2 livres, de 2 tomes qui parlent de la vie d'Edmond Thieffry, qui a été écrite par un Belge qui s'appelle Charlie de la Royère, qui est vraiment quelqu'un de superbe parce qu'il est le bibliothécaire du musée de l'aviation à Bruxelles et il m'a permis très gentiment d'utiliser une grande partie des informations et des documentations et des photos qui sont contenues dans ces livres. Ce sont des livres passionnants parce qu'il a eu accès à toute la documentation privée
de la famille Thieffry, de sorte qu'on trouve même c'est les notes d'huile, d'achat d'huile, c'est frais, enfin, c'est absolument incroyable. Donc, ça, ce sont deux livres qui sont fondamentaux pour comprendre le raid Thieffry. Son livre En avion de Bruxelles au Congo, paru en 1926 par Raymond Thieffry. Bon, La Conquête de l'air, qui est une revue sur l'aviation des années 25 à 30. Un site internet, un livre sur les fameux raids de Léopold Roger, donc le pilote, par Monsieur Pierre Georges. Cieux impériaux africains de Vital Ferry, que je pense que vous connaissez tous. Revue Icare. J'ai trouvé un site intéressant sur la mission d'études de Pelletier-Doisy, dont voici l'URL. J'ai aussi les bulletins d'Aérophile, la société aérophilatélique flamande en Belgique. Le film que j'ai trouvé venait d'un DVD de la Sabena qui a été édité en 2009, qui est intéressant aussi. Les journaux de l'époque, les bulletins de la SAB qui en parlent, la revue Belgafield, qui est la revue des postes belges, qui en parle aussi. Et j'ai trouvé aussi une belle documentation de Pierre Jarry sur les aviateurs belges en Algérie. Et en plus, au vent de toutes les recherches sur Internet, j'ai trouvé plein d'informations voilà, sur ce raid. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que c'était extrêmement long, mais j'ai plus ou moins tenu mon temps, hein. Plus ou moins, on avait dit 1 heure et demie. Voilà, si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. Monsieur Kless, je voudrais vous féliciter pour cette présentation. C'était absolument passionnant. Vous avez lié la grande histoire et les petites histoires. Vous nous avez fait revivre une route qu'on connaît bien, hein, la ligne d'Agneau. Toutes les villes que vous avez citées sont, je veux dire, familières à nos oreilles, que ce soit Colombéchard, Fort-Lamy, Fort-Archambault, Zinder, etc. Bravo, oui. C'était absolument passionnant et bon, c'est des lignes qu'on connaît un peu au sein du CAF, les lignes africaines. Et je me réjouis qu'on ait parmi nous Michel Nimpon, qui est certainement le membre du CAF qui connaît le mieux les lignes africaines, qui a su étudier à la fois les lignes françaises et les lignes belges. Et peut-être que Michel, tu as des commentaires ou des questions à poser. Non, non, je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que t'as autant apprécié que nous cette présentation. Oui, oui. Est-ce que tu as des plis, toi, de Thieffry? Du raid de Thieffry, oui, j'ai deux plis du raid de Thieffry. Ah, est-ce qu'il y a de... Les deux qui sont connus, quoi. Les plis de la colonie du Niger, finalement, de Monsieur Rest. Voilà, les deux plis, oui. Et c'est Moi, j'en ai aucun, hein. Perso, je suis bien modeste dans mes collections. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'était d'aller vraiment au-delà de l'histoire un peu sèche, comme vous le dites, du raid. Ici, c'était véritablement montrer la souffrance de ces hommes, le côté des pionniers. Ils ont véritablement souffert. Ils sont partis en ne connaissant quasiment rien. Et ils ont Oui, une chance incroyable, c'est d'avoir un soutien. Et Thieffry le dira souvent, un soutien de la France parce que franchement, ils ne seraient pas parvenus sans ça. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, la communauté des armes entre la Belgique et la France était incroyable. C'était véritablement des frères bien sûr. d'armes qui s'appréciaient énormément, vous voyez? Oui. Et ça ne se serait pas passé comme ça. Si par exemple, il y a le raid d'Agneau-Villemain qui va vers de Paris au lac Tchad, c'est une aventure qui est à la fois une aventure militaire, c'est une aventure technique. On veut tester le matériel, mais on veut aussi montrer que la France est super dominante, c'est le territoire de la France, vous voyez, Mhm. et que la Belgique puisse participer ou profiter en tout cas de toute cette logistique française, bien c'est bien le témoignage qu'il s'appréciait énormément à l'époque en tout cas. Oui. Et c'est resté, je pense. Ah oui, c'est la coopération entre les compagnies françaises et belges, entre Air Afrique et Sabena, etc., Exactement. a continué jusqu'à la guerre, hein. Exactement. En fait, après 1925, c'est vrai que
qu'est-ce qu'on dit après? Ben, on aimerait bien faire d'autres vols, mais vu la difficulté de Thieffry, on n'a pas le matériel à l'époque pour faire des vols réguliers. Il faudra attendre 10 ans, donc en 1935, pour pouvoir le faire. Ce sont des Fokker qui vont faire les vols en 5 jours et demi. Donc c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est quand même encore long. On s'arrête dans le désert, on s'arrête à Bidon 5, on dort là-bas, etc. C'est vraiment compliqué. Et puis, ben, les Français vont dire, mais nous aussi, on a intérêt à profiter de ces lignes belges. Pourquoi? Parce qu'on veut relier la France à Madagascar. Et la Exactement. seule façon de le faire, c'est de passer par le Congo belge. Donc, on va faire un genre de deal où les Français aident les Belges sur le Sahara et les Belges aident les Français sur le Congo via Elisabethville et puis le passage du canal de Mozambique sur Madagascar. Et Madagascar et la Réunion, évidemment. Donc, c'est un deal qui va se faire très naturellement. Mais ça a pris du temps parce qu'il y a beaucoup d'administration, parce qu'il faut trouver comment dirais-je, il faut partager les frais, etc. Et au début, ce sera une fois la Sabena, une fois la France, la régie. Mais au début, c'était pas évident. Et puis, ce sera d'abord un vol tous les 15 jours, et puis ça va devenir un vol hebdomadaire, etc. Ça va s'améliorer jusqu'à la guerre de 40, quoi. Hmm. Vous Oui, voyez. c'est tout à fait ça. Et moi, personnellement, je suis fort intéressé par Madagascar aussi, pour ces raisons-là. Vous n'êtes pas le seul. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, c'était super comme présentation. Bon, ben, Donc, moi, ce que je peux faire aussi, j'en ai parlé à Monsieur Petit, c'est faire une copie PDF de la présentation. volontiers, oui, Hein, volontiers. une copie PDF, donc c'est un document PDF donc qui reprend chaque slide sur une page PDF. Et c'est un document qui n'est pas trop lourd et qui peut être consulté peut-être plus facilement que si c'est en revisionnant un Zoom. Parce que bon, il y avait tellement d'informations que j'ai essayé d'aller un peu plus vite, mais je suis tout à fait sûr que j'ai été trop loin dans les détails, mais je voulais rien manquer et comme ça, je pense que ça constitue quelque part une trace tangible de ce vol. Voilà, pour plus tard. Tout à fait. Non, c'était passionnant. Est-ce que